Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 2 sur le Jidoka. Alors dans ce cours numéro 4, nous allons regarder la première étape de notre séquence d'autonomation, notre séquence de Jidoka, et on va regarder donc comment on va détecter et arrêter le processus. Détecter l'erreur et arrêter le processus lorsque l'on en a besoin. Alors c'est quoi le but finalement de détecter et d'arrêter le processus lorsque l'on détecte un problème, lorsque l'on a un problème en tout cas dans un processus? Eh bien ça va être d'éviter que le problème ne prolifère, ne gangrène finalement tout le processus. Donc on arrête, on s'en aperçoit, on arrête et puis on va pouvoir prendre le temps de regarder, prendre le temps d'apporter des solutions. Donc cette première étape de détection et d'arrêt de production, eh bien on va pouvoir utiliser certains outils, certaines techniques dont on a déjà vu. Et la première d'entre elles, c'est ce qu'on appelle le Poka-yoke. Alors c'est quoi le Poka-yoke? C'est vraiment un système qui va permettre soit d'éviter, ou en tout cas qui va détecter les erreurs. Soit éviter l'erreur ou détecter l'erreur sur un principe tout simple. C'est finalement que de concevoir une façon de manière à ce que l'erreur ne puisse pas être commise ou soit rendue évidente pour la personne qui est dans le processus. Donc ça, c'est sur le Poka-yoke. On y revient juste après dans les détails. Donc le deuxième outil, c'est finalement arrêter le processus dans une position fixe, dans une position déterminée. L'idée, c'est vraiment une erreur est détectée et le système va s'arrêter à une position déterminée au préalable. Et donc de cette façon, on va arrêter le processus à la fin du cycle de manière à vérifier la conformité au standard et rentrer un peu plus dans l'analyse des raisons pour lesquelles on a eu ce problème. Troisième outil, ça va être vraiment ce qu'on appelle la détection proactive. Donc ça, c'est la détection automatique des erreurs. Alors, on va mettre en place des capteurs, différents capteurs, des capteurs sur les équipements, de manière à avertir lorsqu'une erreur est détectée. Quatrième outil que l'on appelle 2 à la suite, qui va consister à détecter des erreurs basées sur le potentiel la probabilité en tout cas que cette erreur arrive basée sur l'expérience. Donc on va utiliser notre expérience du processus et définir des règles sur lesquelles, par exemple, 2 rejets à la suite l'un de l'autre, on arrête le processus pour se poser des questions parce que l'on sait par expérience que lorsqu'on a 2 rejets de suite, c'est qu'il y a quelque chose dans le processus qui ne fonctionne pas. Donc c'est une règle sur 2 à la suite, mais qui n'est pas nécessairement 2 à la suite. Encore une fois, on va en parler un peu plus dans le détail, mais il va falloir se référer à l'expérience de nos processus pour trouver des caractéristiques communes à des problèmes que l'on vit sur nos processus et établir des règles à partir de ces caractéristiques communes. Cinquième outil ou cinquième technique, c'est finalement la gestion appliquée aux encours, le système de gestion en FIFO des stocks, et donc utiliser nos encours en premier fini, premier fini dans le processus N-1, premier utilisé dans le processus N, d'où avec la volonté de détecter rapidement les erreurs des processus précédents de manière à ce que les erreurs ne s'accumulent pas dans un stock d'encours entre 2 processus de travail. Et donc on va à travers cette gestion des encours en FIFO augmenter et finalement la transparence, la communication entre les processus, avoir un retour rapide entre ces processus, entre le processus fournisseur et les processus clients pour s'ajuster rapidement lorsqu'il y a des problèmes de fabrication, des problèmes au niveau des services rendus entre 2 étapes du processus. Finalement, on va avoir le suivi continu de la performance. On va être en mesure de mesurer en temps réel notre performance et de cette manière-là, de manière visuelle, en rendant cette performance visuelle, identifier des écarts par rapport à la situation visée, par rapport aux objectifs et remonter des problèmes, arrêter le processus, dire voilà, on est loin de notre objectif de fin de journée et être en mesure de prendre des actions concrètes avant de remettre en marche le processus de manière à ce qu'en fin de journée, il n'y ait pas de surprise sur
sur la raison pour laquelle on n'a pas atteint l'objectif de fin de journée. Donc avoir vraiment être proactif quant à la gestion de la performance en étant en mesure de la suivre de manière continue, de manière visuelle et continue. Donc on va rentrer un peu dans le détail de chacun d'entre eux. Donc le Poka-yoke tout d'abord, c'est vraiment une technique qui consiste à éviter ou détecter les erreurs. Alors ça fonctionne comment un Poka-yoke? Eh bien, c'est quelque chose qui va nous empêcher de faire l'erreur ou qui va rendre l'erreur visuelle, tellement visuelle qu'on va être obligé de s'en rendre compte et de remonter cette erreur. Alors où est-ce qu'on va les implanter? Eh bien les Poka-yoke, on va pouvoir les avoir en amont ou en aval ou pendant le processus, dépendamment du type d'erreur que l'on cherche à détecter. Alors typiquement sur cet exemple dans lequel on a une machine à souder qui, lorsqu'elle soude à vide, eh bien, on abîme la machine, on a un risque important de dégradation de la machine, eh bien, on va mettre en place un capteur de présence de la pièce qu'on doit souder et mettre en place un système qui fait que lorsque la pièce n'est pas là, eh bien, la machine, en tout cas le poste à souder, ne démarre pas, de manière à ce que l'erreur soit rendue impossible par la façon dont est conçu ce Poka-yoke pour ce poste à souder. Et donc l'effet, évidemment, ça va être d'éviter les dommages sur les équipements concernés. Et d'autre part, on va être en mesure de passer au processus suivant des pièces qui sont bonnes, des pièces qui ont été soudées parce que l'on s'est assuré dans ce processus-là d'avoir une pièce à souder et donc on ne peut pas passer au processus suivant une absence de pièce parce qu'on avait oublié de mettre la pièce sur le poste à souder en question. Alors les méthodes de détection des Poka-yoke, on va les diviser en 3 grandes catégories finalement. Alors la première catégorie, ça va être finalement d'inspecter la qualité du travail par rapport à des spécifications, des caractéristiques bien précises par rapport au produit, que ce soit le poids, que ce soit la forme du produit, que ce soit les dimensions du produit, donc des caractéristiques physiques du produit. La deuxième catégorie, ça va être vraiment de détecter une déviation par rapport à un standard de travail. Et donc, on va être en mesure de détecter, via le Poka-yoke, ces écarts par rapport au standard. Et le troisième type de Poka-yoke qu'on va pouvoir retrouver, c'est la détection par rapport à une déviation, par rapport à une valeur déterminée. On doit avoir telle valeur, on n'est pas à telle valeur, donc on a un Poka-yoke qui va nous permettre d'identifier l'erreur par rapport à la valeur déterminée par avance. Donc dans cette première catégorie où on inspecte donc, la qualité du travail basée sur les caractéristiques du produit, eh bien, on va utiliser bien souvent ce qu'on appelle des gabarits go et des gabarits no go qui vont nous permettre, lorsque l'on va les positionner sur la pièce, de déterminer si la pièce est bonne ou pas, que ce soit la taille d'un trou, la forme d'une pièce, ce genre de choses, de manière physique, de manière à l'aide de ce gabarit, donc ce Poka-yoke, à définir si la pièce est bonne ou pas bonne par rapport au processus attendu sur les dimensions, sur le poids, sur la forme. Ça peut être une balance évidemment ou ce genre de choses. Sur la deuxième catégorie de Poka-yoke, donc où on va se comparer par rapport à un standard, eh bien si la pièce doit avoir certaines étapes d'usinage qui doivent être réalisées avant d'effectuer la suivante, eh bien, lorsque l'on va positionner la pièce à usiner sur l'étape concernée, on peut avoir des ergots, par exemple, qui vont nous permettre, si la pièce rentre dans le gabarit, rentre dans les ergots, de définir que toutes les étapes ont bien été réalisées conformément au standard, et si la pièce est en équilibre sur un des ergots, de dire que l'une des étapes a soit été oubliée ou soit n'a pas été réalisée selon le standard requis. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Et finalement, la troisième catégorie, où on va essayer de détecter une déviation par rapport à une valeur cible, typiquement, par exemple, les thermostats, où on veut par exemple avoir 21 ou 19 dans une pièce, eh bien, on va être en mesure, lorsque l'on est au-dessus ou en dessous de la température, de réajuster, de détecter l'erreur, de détecter que l'on n'est plus dans la zone de confort désirée et de prendre les mesures nécessaires pour retourner dans cette zone de confort, évidemment en déclenchant ou en arrêtant le chauffage. Alors, il y a
plein d'exemples autour des Pokayoke sur notamment l'aspect physique où on parlait des gabarits go et no go sur les dimensions de pièces. On va pouvoir vérifier le poids, on a parlé avec une balance pour s'assurer que bien, toute la matière de la pièce a bien été enlevée et puis qu'on est bien dans la bonne matière à usiner en mesurant le poids et en le validant par rapport à un standard attendu sur une pièce conforme. Ou encore lorsque l'on a beaucoup de trous à faire sur une pièce à l'aide d'un gabarit dans lequel on va faire couler un filet d'air dans chacun des trous qui doit être usiné. Et donc si le trou n'a pas été usiné, eh bien, le filet d'air ne pourra pas passer et donc va générer une erreur dans le système de détection. Donc avoir ce genre de principe relativement simple, relativement bon marché à mettre en œuvre, de manière à détecter les erreurs et à alerter lorsqu'il y a un problème dans le processus. Alors les Pokayoke, il y en a plein partout hein, finalement dans notre vie quotidienne, notamment les voitures sont truffées de Pokayoke, les bouchons qui sont maintenant accrochés aux trappes à essence, voire incorporés directement dans la trappe, on a juste à ouvrir et fermer la trappe et ça ouvre et ça ferme le bouchon de la trappe à essence. La clé pour démarrer la voiture que l'on ne peut pas enlever lorsqu'on est en train de rouler. Maintenant les freins de parking automatiques, donc qui se mettent automatiquement lorsqu'on arrête son véhicule, le frein à main se met tout seul en marche de manière à ce que l'on ne l'oublie pas. Encore une fois, c'est vraiment des Pokayoke très simples, mais qui nous évitent de faire ces petites erreurs dans notre vie quotidienne. Les parkings, les hauteurs de parking qui sont signalées à l'entrée de manière sonore. Si on passe sous le gabarit et qu'il y a un frottement, on s'aperçoit qu'on est trop grand par rapport à la hauteur du parking. Et donc si l'on continue, eh bien, on va avoir des soucis par rapport à la hauteur de notre véhicule pour rentrer dans ce parking. Dans le domaine informatique aussi, donc les clés USB que l'on ne peut rentrer que dans un sens. Avant, il y avait les disquettes que l'on ne pouvait rentrer que dans un sens. Donc tout ça, c'est conçu de manière à ce que l'on ne puisse pas se tromper, que l'on ne puisse pas faire l'erreur dans une démarche Pokayoke. Alors, les arrêts en position déterminée, ça va nous permettre d'éviter aux problèmes qualité d'aller plus loin dans les processus. Alors, ça, c'est vraiment typiquement pris de l'industrie automobile où les chaînes de production, donc ce sont les véhicules qui avancent sur la chaîne de production, sur des convoyeurs, à un rythme bien précis. Et chaque opération doit se réaliser dans un laps de temps bien déterminé pendant lequel le véhicule continue d'avancer. Et donc l'idée, c'est de se dire, eh bien, on ne peut pas arrêter n'importe où le processus, parce que si un opérateur a un souci sur son opération et que tout le monde est en train d'exécuter son processus, eh bien, tout le monde va être un peu perdu, en tout cas perturbé par l'arrêt de production et ne plus savoir, quand la production va repartir, ne plus savoir trop où il en est et éventuellement créer des erreurs. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on va arrêter dans une position déterminée et bien souvent à la fin du temps de cycle, de manière à ce que toutes les opérations du cycle concerné soient finies et l'opérateur n'a pas réussi à résoudre son problème à l'intérieur de son temps de cycle. Le problème est toujours là à la fin de son temps de cycle. On arrête le processus et tout le monde a fini de réaliser son processus de manière à ce que lorsqu'on va redémarrer la production, tout le monde puisse repartir à zéro. Le problème est résolu, ou en tout cas un palliatif a été mis en place à l'opération concernée, et tous les autres processus repartent à partir de zéro sur finalement une nouvelle voiture. Alors on a un autre outil qui s'appelle ce qu'on appelle la détection proactive qui permet évidemment l'anticipation des défauts à l'aide de capteurs. On l'a vu dans notre machine à café qui est capable de s'apercevoir qu'il n'y a par exemple plus que 20% de niveau en poudre de chocolat et donc de donner un message de réapprovisionnement en poudre de chocolat de manière à ce que l'on ne manque pas de chocolat dans les prochains jours. Donc ça c'est vraiment de la détection proactive par des capteurs. Alors, on a d'autres exemples évidemment de détection proactive, comme par exemple on va mesurer le nombre de fois où on va changer un outil pour fabriquer une pièce
et s'apercevoir par exemple dans cet exemple-là que pour fabriquer 150 pièces, on a eu besoin de 150 outils. Donc là, il y a une corrélation entre les deux qui est peut-être pas normale, d'avoir besoin d'un outil à chaque fois que l'on fabrique une pièce, donc une usure prématurée qui nous permet de penser qu'il y a un problème, qu'il y a un défaut dans le processus, et donc avoir par cette analyse de données une anticipation sur un défaut. On retrouve la même chose aussi au niveau du contrôle des machines, donc les machines pneumatiques qui fonctionnent sur compresseur, eh bien, on va pouvoir les contrôler sur la pression du système, de leur système de fonctionnement, et s'apercevoir lorsque la pression va chuter ou va être en dessous d'une certaine valeur, que l'on a un défaut à anticiper, un défaut à résoudre, et donc arrêter le processus parce que il faut d'abord rétablir ce problème de pression avant de continuer à faire fonctionner cette machine qui au bout d'un moment, soit elle va casser, soit elle ne va plus fonctionner par manque de pression. Donc détecter le plus rapidement possible cette chute de pression de manière à apporter une solution. Donc on a vu aussi l'outil qu'on appelait les 2 à la suite. Donc la détection, ce qu'on appelle 2 à la suite, permet de déceler des comportements suspects dans les processus. Encore une fois, c'est vraiment basé sur l'expérience, mais l'idée c'est de se dire, eh bien, si on a donc dans cet exemple 3 opérateurs les uns à la suite des autres, et si le premier eh bien, a un défaut, continue de fabriquer le deuxième, a encore un défaut, donc continue à générer des rejets, eh bien d'une part, les 2 autres opérateurs ne font rien parce qu'ils attendent le produit fini pour continuer sur leur processus, et d'autre part, on génère des défauts, peut-être pour une raison bien évidente qu'on n'a pas encore pris le temps de détecter. Donc l'idée, c'est de se bâtir des règles et de se dire, au bout de 2 défauts, eh bien, on arrête le processus et on réfléchit à pourquoi est-ce qu'on a eu 2 défauts. C'est suspect, basé sur notre expérience. On sait que 2 à la suite, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc, c'est peut-être pas nécessairement 2 à la suite dans votre industrie ou dans votre service, mais il faut établir des règles qui sont basées sur l'expérience, qui nous permettent d'éviter des situations dans lesquelles on va générer des défauts alors que l'on sait pertinemment qu'il y a quelque chose à résoudre rapidement, de manière d'une part à diminuer le nombre de défauts et d'autre part augmenter la productivité parce que eh bien, les étapes subséquentes à ce processus dans lequel on génère des défauts eh bien, sont dépendantes de l'alimentation par ce processus en encours ou en produit semi-fini. Alors la gestion du stock en FIFO, first in, first out, on peut l'appliquer donc aux encours de production de manière à avoir une séquence, donc on sait exactement quels sont les stocks dans lesquels on est en train de puiser et il n'y a pas de stagnation d'éléments dans le processus. Chaque produit semi-fini, dès qu'il est fini, est pris en charge par le processus suivant, de manière à ce que s'il y a un défaut dans l'étape N-1, il soit rapidement visualisé par l'étape N et on puisse rapidement remonter à la source du problème, à détecter et alerter sur le problème concerné. Donc c'est vraiment le FIFO appliqué aux encours et ça va aussi nous donner une capacité de traçabilité bien supérieure lorsque l'on sait que tout le monde travaille en FIFO, et bien on est capable de rapidement cibler le stock de matières premières par exemple qui est en défaut. Et donc le dernier outil ou la dernière technique qui nous permet de mettre en place les POC-AUK, c'est ce qu'on appelle le suivi en continu de la performance. Ce suivi continu va nous permettre de détecter des anomalies en comparant la situation actuelle avec la situation planifiée ou l'objectif voulu en fin de journée. Et donc, avec des réunions, une le matin, une le midi, une le début d'après-midi, une le soir, être en mesure d'avoir un retour rapide sur notre performance opérationnelle par ce suivi continu et d'identifier des anomalies en fin de matinée, par exemple, prendre 15 minutes, se dire on a fabriqué autant, on avait un objectif d'autant, on a un écart de X, et donc ça veut dire qu'on a un problème dans notre processus que l'on doit résoudre, et donc on alerte, on détecte, première chose, et on va être en mesure d'alerter de manière à prendre les bonnes décisions pour être à l'objectif le soir. Donc très puissant, même si ça nécessite beaucoup de coaching, parce qu'il faut bien utiliser ces outils, parce que ça ne doit pas être perçu comme du flicage, mais vraiment comme une démarche de résolution de problèmes, de détection pour résoudre des problèmes de manière à être productif dans notre processus.
Donc ça fait un peu le tour de tous les outils ou techniques que l'on peut mettre en place dans le cadre de cette première séquence d'autonomation qui est donc de détecter et d'alerter.